qu'il a fallu faire, c'est faire exister le problème. Faire en sorte que, d'un seul coup, nous existions pour les médecins, pour les scientifiques, pour les politiques, pour la société. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier Téléthon européen, et il est français. Et puis on a trouvé, grâce au Téléthon, le moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de passer notre temps à revendiquer, on crée des faits. On crée des découvertes, on crée des laboratoires, on construit les marches de ce qui conduit vers les solutions. Et on oblige la société à tourner autour de nos réalisations. C'est vrai aussi qu'avec l'arrivée des thérapies géniques, on est en train de construire le début d'un véritable espoir. Pas d'un espoir qu'on va se transmettre de génération en génération pendant 3 siècles. Non, non, d'un espoir qui doit aboutir dans les années qui viennent. Quelque chose de précis, de concret, dont chaque travaux, chaque programme de recherche est une pierre supplémentaire. La vision de Barato, ça a été, à partir du moment où on sait où on va, il faut utiliser les moyens pour y aller. Et les moyens pour progresser dans la recherche génétique sont considérables et n'ont rien à voir avec les petites sommes qu'on allouait aux chercheurs chaque année. Donc il y a eu un pas de géant qui a été fait par les chercheurs, et nous, il a fallu qu'on fasse un pas de géant pour les aider dans la suite de leurs opérations. Généton, c'est un objet très atypique, c'est un ovni qui est apparu au début des années 90. Le point de départ, c'est la vision des malades, des parents de malades qui ont créé l'AFM et qui ont lancé le Téléthon. À la création de Généton, j'étais en tout cas pas présidente de Généton, mais il est clair que l'objectif des parents, l'objectif des familles, c'était d'avoir un laboratoire. On pourra raconter combien il est unique, d'avoir un laboratoire qui leur permette d'aller jusqu'au bout de cette aventure, d'atteindre cet objectif qui est guérir. Et donc un laboratoire dédié à la génétique, dédié à la thérapie génique, dédié aux thérapeutiques, pour enfin un jour avoir les moyens de guérir à partir de la connaissance des gènes. La présence des malades, l'implication des malades, bien entendu, dans Généton qui est centrale, avec l'AFM, est aussi quelque chose qui m'a intéressé, qui a donné, je crois, une tournure un peu différente à mon travail, à mon propos dans la vie, en ayant ce type d'activité de recherche. Il y avait une dynamique très intéressante, il y avait des moyens, il y avait des gens qui adhéraient au projet, il y avait cette notion d'un projet collectif, qui aussi sont des choses qu'on voit moins souvent dans un laboratoire traditionnel, dans un institut de recherche. Pour nous, chercheurs, le fait de travailler dans un laboratoire comme le laboratoire Généton, donc le laboratoire de l'AFM Téléthon, un laboratoire des parents d'enfants malades et de malades, pour nous, je dirais que c'est, et notamment pour moi, c'est un élément extrêmement motivant. On se dit qu'on est là pour aider des personnes qui ont besoin de nous, de nos compétences, pour essayer de trouver des solutions pour toutes ces maladies qui sont extrêmement invalidantes, sévères, qui sont, voilà, moi je trouve extrêmement injustes, mais c'est comme ça la vie. Donc on est ici pour pouvoir apporter notre petit grain de sel à cet objectif commun qui est de trouver la guérison pour ces maladies. J'étais à la fois intrigué par ce laboratoire unique en son genre, hein, puisque un laboratoire créé par une association de patients, laboratoire à but non lucratif. Et j'étais également très intéressé par les compétences très fortes qui existaient ici, et qui existent toujours, hein, qui sont développées depuis,
l'histoire de ce laboratoire, hein, qui avait marqué la biologie de la fin du XXe siècle avec les cartes du génome, et puis qui avait montré sa volonté d'être pionnier dans le domaine de la thérapie génique. Et puis la vision très forte, hein, l'ambition, l'audace, qui était celle de l'association de patients, la FM Téléthon, qui avait décidé de la création de ce laboratoire. Aucun laboratoire vraiment, ou très peu, de s'intéresser à cette recherche génétique, et encore moins l'industrie. Et pour les malades, vu le nombre de pathologies pour lesquelles il fallait un responsable, un coupable, un gène, c'était des milliers de maladies, on ne pouvait pas attendre des milliers d'années pour ça. Et donc l'idée est venue par des discussions, des interactions entre les dirigeants de l'AFM, en particulier Bernard Barateau, et des scientifiques, et notamment un scientifique brillant qui s'appelle Daniel Cohen et qui était dans le laboratoire du prix Nobel Jean Dosset. L'idée est venue, et je reprends un peu les termes de Daniel Cohen, c'est de faire de la génétique comme on fait des yaourts, et de le faire avec des robots. C'est un laboratoire privé, entre guillemets, hein, ce qui est très rarissime. Et deuxièmement, c'était quand même la vocation d'un laboratoire qui avait la vocation de faire des opérations à grande échelle. L'intelligence de Cohen, ça a été tout simplement de dire les Américains ont réparti le territoire américain en 23 laboratoires. Ils ont chargé chacun de ces laboratoires de faire la cartographie d'un chromosome du génome humain. Et ils ont demandé à la Terre entière de bien vouloir leur donner les informations pour simplifier le travail. Et il a dit c'est une erreur stratégique. C'est une seule et même technique. On va la mettre en un seul et même endroit et on va y passer les 23 chromosomes. Et c'est grâce aux moyens qui ont été apportés par Téléthon, c'est 30 millions de francs à l'époque qui ont été investis dans la création d'un bâtiment qui allait abriter des robots et des chercheurs dédiés à scruter le génome humain. Et en 4 mois, le bâtiment dans lequel on se trouve là, il a été transformé en laboratoire de recherche en génétique. Ce matin, le ministre de la Recherche Hubert Curien s'était déplacé à Évry pour y visiter le Généthon, ce très impressionnant laboratoire de recherche installé par l'AFM grâce à l'argent récolté par le Téléthon de l'an dernier. Il a pu ainsi constater que l'on s'était donné là les moyens de trouver les gènes de toutes les maladies génétiques et de les trouver vite grâce, entre autres, à l'automatisation des manipulations de la recherche. Et après, quand Généthon a été créé, en fait, il y a eu toute une salle dédiée à ce genre de machine qu'on appelait la salle des marques. Il y avait, je ne sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de machines disposées tout autour. C'était assez impressionnant. Et non loin de la pièce dans laquelle je me trouve, se trouvait une pièce qui a été dédiée à ces robots qui ont été créés pour ça, avec une société française, parce qu'il fallait les inventer, et qui allait permettre de découper l'ADN et de dresser un atlas, les cartes du génome, un double atlas, qui allait permettre d'accélérer la découverte des gènes. Ces automates occupent une place fondamentale dans tous les processus dont on parle aujourd'hui. Et c'est une phase extraordinaire de la recherche en sciences. Il n'y a aucun risque qu'on ne trouve pas. Seul risque, c'est qu'on perde du temps. On est passé d'une période où on connaissait une demi-douzaine de gènes responsables de maladies génétiques. Il y en avait des milliers à trouver, 7000, 8000, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'on ne les connaît pas encore tous. Maintenant, on en a identifié plus de 4500 responsables de maladies. Et ceci en une période assez courte. Mais les cartes du génome, elles ont mis 2 ans pour être établies, puis affinées. D'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de livrer à la communauté scientifique du monde entier la première génération d'une carte du génome, une première vue globale. Le projet de cartographier des marqueurs sur le génome, puis peut-être éventuellement de séquencer le génome, est quelque chose qui était présent. Mais Généthon a donné une impulsion tout à fait remarquable, qui fait qu'à partir de ça, les choses dans lesquelles on a pu croire sont devenues différentes. On est passé dans un autre niveau de ce qu'on pensait pouvoir faire. Bien, disons, j'ai un peu eu le rôle de chef de bande dans la base arrière.
La base arrière, c'est Généton. Et je crois que Généton, c'est à la fois l'arsenal, le centre d'entraînement des guérilleros, et puis de tous ces gens qui luttent contre les maladies génétiques. Je crois que c'est ça notre rôle, et puis de fournir les armes, de fournir les munitions. C'est ce qu'on a fait. Généton, c'était dans les années 90 les cartes du génome. Voilà, moi j'étais à l'époque, j'étais en transition entre l'Institut Pasteur et l'industrie pharmaceutique, et évidemment ces cartes du génome nous avaient tous marqués en tant que chercheurs. Alors tout le monde disait que ces cartes viendraient des États-Unis, peut-être d'Angleterre. Personne ne se disait que ça viendrait d'un laboratoire associatif créé à Évry en 1990. Hein. Bon, ça a été le cas. Après ça, l'objectif de Généton n'était pas de faire de la génétique pour faire de la génétique. Hein. L'idée, c'était véritablement d'exploiter cette information issue de l'étude du génome pour faire des médicaments. Et la thérapie génique venait comme, j'allais dire, au plan intellectuel, une évidence. L'objectif pour les malades, il ne faut pas l'oublier, c'est la thérapeutique. C'est, une fois qu'on connaît le coupable, c'est de trouver des moyens pour traiter ces maladies. Par exemple, utiliser les gènes dans un but thérapeutique. Et donc les cartes du génome, c'était le premier étage de la fusée, un étage extraordinaire qui a fait décoller et qui a changé l'histoire de la médecine. C'est véritablement l'histoire de la médecine qui s'est écrite ici, avec l'écriture des cartes du génome. Cette première mutation qui a suggéré qu'on avait identifié le gène, je l'ai identifié à 10h du soir, et toute seule dans le laboratoire, par analyse, c'est de l'analyse informatique sur l'ordinateur, vous comparez les choses. Donc je vois quelque chose qui pourrait correspondre à ça. Et puis à 10h du soir, il n'y avait plus personne. Donc c'est très frustrant en fait. Vous avez l'impression que vous avez trouvé et il n'y a personne à qui vous pouvez le dire. Vous êtes obligé d'attendre le lendemain matin pour dire voilà, je crois qu'on a identifié le gène. Donc l'identification de ce gène a été le premier gène de dystrophie musculaire identifié au monde. On était quand même dans le début des découvertes de gènes, au début de ce qu'on appelait la génétique inverse. Partir d'un moment où on connaissait à peine une demi-douzaine de gènes, à avoir ce laboratoire qui serait un vrai accélérateur de la connaissance dans le domaine de la génétique. Alors, tout le monde connaît maintenant l'histoire de Généton. Les cartes du génome humain, la découverte des gènes, trouver les outils thérapeutiques qui allaient réparer les gènes à l'origine des maladies génétiques, ces outils, pouvoir les tester, ces outils thérapeutiques, les tester chez la souris et ensuite passer à l'homme. Et donc ce chemin du médicament, il a été tracé à la fin des années 80. Et si on le regarde maintenant, il a ceci d'extraordinaire, c'est que Généton a vraiment avancé sur le chemin du médicament tel qu'il était décrit à la fin des années 80. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les cartes du génome avaient été remises aussi au prix Nobel James Watson, qui est celui qui avait découvert la structure de l'ADN, qui est américain. Et il était venu au Téléthon à l'époque. Soul of the genome program. Le programme Génome, vous l'êtes encore pour nous, vous êtes un héros d'un certain genre pour nous. Et je pense que la structure de l'ADN, à ce titre, nous sommes très honorés, très heureux de vous présenter ce livre. Et ce livre contient toutes les données obtenues dans le cadre du Généton. C'est le livre du génome qui vous est d'ailleurs dédié. Et il a dit, et là je le cite, j'envie Généton, parce que vous allez faire gagner 10 ans à la recherche en génétique et à la recherche en biologie en général. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La première chose qu'on peut avoir en tête quand on pense à une maladie génétique, c'est de se dire, si je connais le gène, peut-être que je pourrais l'administrer dans les cellules malades, dans l'organisme malade, pour suppléer le gène qui ne fonctionne pas. C'est jeter l'écrou qui manque dans le moteur et se dire le moteur va se remettre à fonctionner. Et ça, c'est le principe de la thérapie génique. C'est un principe simple dans l'idée, mais extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de fabriquer un élément qui va transférer l'information nouvelle dans la cellule. Cet élément s'appelle un vecteur.
un vecteur de transfert de gènes. La manière la plus efficace de le faire aujourd'hui, et celle qui est utilisée de manière assez universelle dans la thérapie génique aujourd'hui, c'est d'utiliser des virus qu'on va décortiquer, désactiver, et qu'on va utiliser comme des petits containers dans lesquels on va introduire l'information génétique que nous, on souhaite avoir, et eux peuvent pénétrer dans la cellule, et ils sont doués d'éléments qui leur permettent de délivrer correctement l'information génétique. D'accord ? Donc on utilise des virus qu'on transforme en cheval de Troie. C'est un organisme un peu particulier, Généton. C'est un organisme qui mute en permanence et qui mute pour de bonnes raisons, qui s'adapte aux besoins. Et le besoin, maintenant, il commençait à être de plus en plus criant. On connaît les gènes, maintenant il faut pouvoir les utiliser pour la thérapeutique. Et donc, c'est la thérapie génique. Et donc, Généton s'est muté, s'est mué en laboratoire dédié à la thérapie génique à partir des années 95-96. Et pour ça, il fallait faire venir des scientifiques qui avaient l'expérience ou qui étaient des pionniers dans le domaine de la thérapie génique. C'est comme ça qu'un chercheur comme Olivier Danos, qui était à Harvard à l'époque, a été appelé et est venu lancer la thérapie génique à Généton. Comme Daniel Cohen et Jean Weissenbach avaient lancé l'écart du génome à Généton. Après l'identification, toute cette étape d'identification des gènes, on a commencé au laboratoire à essayer de comprendre ce qui se passait, comment, à partir d'une mutation génétique, on arrive à une maladie. Donc ce travail est un travail qui continue encore aujourd'hui, puisque certaines formes, on n'a pas totalement compris ce qui se passait, ou on n'a pas forcément non plus totalement compris la fonction de la protéine en cause. Mais à partir du moment où vous avez identifié le gène, vous pouvez appliquer la stratégie de thérapie génique, puisque vous connaissez le gène, donc vous pouvez alors l'utiliser comme médicament, en quelque sorte. Généton s'est tourné vers la thérapie génique. Et donc, nous, on a suivi cet élan, en fait, dans ces pathologies. On a bénéficié de l'expertise nouvelle qui était arrivée à Généton, avec de nouvelles équipes travaillant sur la thérapie génique. Et donc, on s'est engouffré là-dedans. On a développé des vecteurs pour les dystrophies des ceintures dans le laboratoire. On a donc développé un premier vecteur. J'ai commencé à faire des expériences chez le modèle animal. Et à vrai dire, la première fois que j'ai vu les résultats, j'étais extrêmement émerveillée. C'est vrai que quelques semaines après l'injection de ce vecteur chez ces souris, donc c'était juste une injection intramusculaire locale dans une patte de ce petit animal, j'ai vu un résultat extrêmement intéressant. Donc j'étais émerveillée, comme je le disais. Je me dis, ça y est, ça marche. C'est parce que j'ai vu que cette patte qui avait reçu ce vecteur bougeait, tandis que l'autre était paralysée. Donc j'avais vu cet effet de mes propres yeux. C'était vraiment... Et là, je me suis dit, la thérapie génique, ça marche. C'est évidemment... beaucoup de choses et beaucoup d'émotions pour les familles par ailleurs, mais c'est aussi... on a eu raison d'y croire. C'est-à-dire que je sais plus qui me disait il n'y a pas très très longtemps que tout ce qui est innovation, au début ça fait rire, ensuite ça fait peur, et puis ensuite... tout le monde dit qu'il l'avait forcément pensé, qu'il le croyait et que ça allait forcément arriver. C'était vraiment un pari. On en était convaincus. Je me souviens d'un certain nombre d'experts qui me disaient oui, la thérapie génique, ça marchera sur les déficits immunitaires. Bon, peut-être pas en plus sur tous, mais sans doute sur les déficits immunitaires. Ça pourra marcher sur des maladies rares de la vision, quand ça a commencé à fonctionner sur les maladies rares de la vision. Mais sur les maladies neuromusculaires, ça ne marchera jamais sur les maladies neuromusculaires. Ce qui est aussi frappant de constater, c'est il y a un autre pari qui a été pris par ces malades et parents de malades concernés par des maladies neuromusculaires. C'est de créer tout ça et de favoriser l'épreuve de concept pour des maladies qui ne les concernent pas. D'autres maladies rares, les maladies du système immunitaire, les maladies de l'œil, etc.,
ne sont pas des maladies neuromusculaires. Mais il fallait déjà faire les preuves de concept dans des contextes un petit peu moins compliqués scientifiquement et médicalement que les maladies neuromusculaires. On s'est effectivement donné les moyens de tester cette hypothèse de thérapie génique et de la faire avancer. Mais encore une fois, tout ça ne se passe pas dans le vide, ça se passe dans le contexte d'un domaine entier qui prend naissance au cours des 10 dernières années, et avec des réalisations multiples. Mais clairement, l'AFM Téléthon, en dirigeant Généthon vers la thérapie génique, a créé un centre d'excellence et un endroit visible aujourd'hui par ses réalisations. Produire assez de médicaments pour traiter une souris qui fait une dizaine de grammes, c'est une chose. Pour traiter un homme voilà, qui fait des dizaines de kilos, ce sont des échelles qui sont évidemment bien plus importantes. Donc il a fallu apprivoiser tous ces outils, s'intéresser très tôt. On a été parmi les premiers au monde à s'intéresser aux questions de production de médicaments de thérapie génique, et ça c'était dès 2006. Et puis aussi acquérir toutes ces compétences réglementaires, parce que faire un essai clinique, ça veut aussi dire comprendre la réglementation, interagir avec les agences du médicament. Aujourd'hui on interagit avec les agences du médicament en France, en Europe, aux États-Unis, qui, quand nous on a commencé, voilà, en 2006 en Europe, et puis en 2008 en Europe, et puis en 2010 à l'international, découvraient aussi la thérapie génique. Et c'est comme ça qu'à la fin des années 2000, on a pu enfin démarrer nos premiers essais cliniques. Les déficits immunitaires ont été non seulement une étape clé de la thérapie génique, mais c'est vraiment un élément fondateur. Le fait de pouvoir traiter des cellules en culture, des malades eux-mêmes, puis de les réinjecter avec des techniques qui étaient encore balbutiantes au fond à l'époque, mais compatibles avec ce genre de techniques, allait permettre de créer les premières preuves de concept que la thérapie génique, ça peut marcher. Et non seulement ça marche, mais ça change complètement la vie des malades. Et une recherche française, des recherches qui ont été menées ici, des recherches qui ont été menées avec l'équipe d'Alain Fischer, à Necker, ce sont vraiment des pionniers, ces gens-là, et qui ont amené la thérapie génique sur les fonds baptismaux. Le déficit immunitaire, c'est un élément clé. Dans ce domaine-là, on a été beaucoup aidé par le fait qu'on se repose sur 60 ans d'expérience de greffe de moelle pour traiter ces maladies. Donc on sait exactement comment se fabrique le système immunitaire chez les patients, comment on peut en fait l'enlever, le remettre, justement en faisant une transplantation, une greffe de moelle. Donc il était à partir de ce stade-là assez facile de conceptualiser une approche par thérapie génique dans une maladie où on connaît le gène qui manque. Et donc en fait on sait qu'on peut prendre les cellules souches hématopoïétiques, qu'on sait par ailleurs isoler, identifier, qu'on peut ensuite les modifier génétiquement au laboratoire et les réinfuser aux patients pour retrouver en fait ce système immunitaire génétiquement modifié. Il y a une deuxième vague de thérapie génique qui a pu ainsi apparaître, en particulier celle où on peut se permettre d'administrer directement dans un organe, ponctuellement, un produit de thérapie génique. Non plus en prélevant des cellules et en les réinjectant, mais en administrant directement. Et c'est en particulier le cas de l'œil, qui est un organe bien particulier, qui est bien circonscrit, qui offre quelques avantages, notamment le fait qu'il est un peu indépendant du système immunitaire, donc il y a beaucoup moins de risques de réponse immunitaire contre le virus qu'on va injecter. Et ça a ouvert la voie aux thérapies géniques de rétinite pigmentaire, des maladies génétiques de la rétine, ou d'une maladie comme la neuropathie optique de Leber qui touche le nerf optique. Et ça va devenir un médicament. Les nouvelles voies ouvertes, par la thérapie génique, c'est comme on le disait tout à l'heure, apporter des solutions là où il n'y en avait pas du tout. Et on peut voir aujourd'hui des exemples extrêmement tangibles. Il y a aujourd'hui un médicament de thérapie génique sur le marché pour la myotrophie spinale, qui est quelque chose qui vient de recherches qui ont été initiées à Généthon.
si elle est aussi optimiste, c'est parce qu'après 3 ans de recherche, elle a obtenu des résultats spectaculaires. Aujourd'hui, Martine Barkatz veut les montrer à Marie. Cette souris a une forme très grave d'amyotrophie spinale. Paralysée, presque 2 fois plus petite qu'une souris normale au même âge, elle va mourir dans 2 jours. Grâce au progrès de la thérapie génique, Martine Barkatz a pu changer le cours des choses. En injectant un gène normal dans les cellules de la souris, elle a réussi à stopper la maladie. Est-ce que tu vois une différence donc après le traitement? Elle est beaucoup plus vivace, la deuxième. En fait, on a une souris normale et une souris qui aurait dû être malade. À cet âge-là, de toute façon, elle aurait dû mourir, tu vois. Et en fait, tu vois que les souris sont identiques. Bah oui. Tu vois? C'est formidable. C'est formidable. Ah oui. C'est en grande partie à cause d'actions comme celle que la FM Téléthon a réalisée avec Généthon. D'accord? Donc il y a tout ce travail de pionniers qui ont amené à un niveau très élevé de faisabilité une idée qui était une idée un petit peu bizarre il y a encore 10 ans. D'accord? Donc c'est devenu très sérieux, c'est devenu quelque chose qui sauve la vie des gens. L'essai clinique a démarré en septembre 2017, donc ça fait déjà 3 ans. C'est un essai clinique international qui est mené aux États-Unis, Canada, en Europe, y compris en France. À ce jour, 23 enfants ont été traités par une injection unique par voie intraveineuse de ce vecteur médicament. Je dirais que en majorité, ce qu'on a observé chez ces enfants, c'est une amélioration de la fonction respiratoire. Il faut se rappeler que ces enfants, là, dans la plupart des cas, ont une trachéostomie pour pouvoir survivre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas respirer par eux-mêmes, ont besoin d'une assistance respiratoire. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'après cette injection de vecteurs médicaments, les enfants respirent mieux. Le nombre d'heures sous respirateur a diminué de manière très très importante. Et certains enfants donc, respirent par eux-mêmes, sans assistance respiratoire, sans trachéostomie. On a observé aussi que ces enfants ont plus de force, bougent plus, vocalisent, peuvent commencer à communiquer avec leur famille. Et certains se tiennent déjà debout. Et j'ai connaissance de certains qui marchent tout seuls. Généthon, aujourd'hui, étant donné que ce domaine de la thérapie génique mature, le monde scientifique s'est rendu compte en fait que Généthon a été réellement un pionnier dans toutes ces initiatives vers la thérapie génique. Tous les premiers essais que l'on voit dans les maladies musculaires ont en fait une origine, ont un pied à Généthon aujourd'hui. Donc c'est le cas pour l'amyotrophie spinale, c'est le cas pour la myopathie amyotubularine. Et puis donc maintenant, ça va être le cas pour les dystrophies des ceintures. En fait, quand on a passé toute sa vie à voir la maladie, les maladies, notamment les maladies neuromusculaires, détruire petit à petit nos malades, nos enfants, en fait, à chaque fois, on a toujours vu, chez nos malades et chez nos enfants, on a toujours vu l'évolution négative, le fait qu'ils vont toujours mal, de plus en plus mal. Là, de voir les premières victoires, et qui plus est aussi des victoires de la thérapie génique contre ces maladies, et de voir que la courbe, elle ne fait plus ça, mais qu'on voit des enfants qui commencent à récupérer. Alors là, oui, c'est magique. Bon, d'abord, on est terriblement émus. En même temps que je vous parle, je pense aux enfants amyotrophie spinale qui sont venus nous voir. C'était le 11 septembre dernier qui sont venus nous voir, qui sont venus à la rencontre des chercheurs Généthon et les parents qui avaient leurs enfants dans les bras. Et quand je croisais le regard des parents, le regard des enfants, je ne pouvais pas ne pas imaginer, ne pas penser au fait que s'il n'y avait pas eu ces succès de thérapie génique, notamment dans l'amyotrophie spinale, ces bébés-là, pour la grande majorité d'entre eux, ils ne seraient plus là. Alors, il y a eu vraiment je dirais, une explosion, une libération liée aux résultats très positifs qui ont été obtenus lors d'un essai clinique pour la amyotrophie spinale. Cet essai était le premier essai pour lequel on a injecté un produit de thérapie génique dans un organisme avec le même type de produit le même type de virus qu'on utilise, nous, dans nos approches. La première fois qu'on a pu montrer qu'on pouvait injecter des grandes quantités sans avoir d'effets
massif, sans avoir de réaction massive. Voilà, donc ça a vraiment libéré tout le domaine, cette démonstration-là. Et aujourd'hui, donc il y a vraiment, oui, une explosion. C'est un train en marche que je ne vois pas comment il s'arrêterait maintenant. Et puis, il y a en thérapie génique plus de 300 essais tous les ans. Donc, c'est une vague qui est en train d'arriver. Et cette vague, elle est prise, on surfe sur cette vague dans le monde entier. Des biotech, des startups se créent, les sociétés pharmaceutiques commencent à s'y intéresser. Et donc, la thérapie génique est en train de prendre sa place dans l'arsenal des médicaments. Il y a un nouveau défi qui se présente à nous maintenant et qui se présente à la thérapie génique. C'est être capable de fabriquer à très grande échelle ces virus, médicaments, ces thérapies géniques. Et ça, c'est un enjeu qui est à la fois technologique, scientifique et industriel. Et ça demande des innovations de rupture. L'écart du génome, c'était une innovation de rupture. La thérapie génique, c'est une innovation de rupture. Et maintenant, il faut être capable de produire à grande échelle. Donc globalement, les grands défis pour la thérapie génique, je crois que sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est avoir les meilleurs vecteurs possibles, enfin les meilleurs systèmes de modification génétique, les plus spécifiques, des cellules et des tissus qu'on veut cibler, les moins toxiques. Il faut également donc pouvoir arriver maintenant à résoudre un gros problème dans le cadre de la thérapie génique systémique, c'est-à-dire quand on veut avoir une correction d'un ensemble de tissus dans l'organisme, etc., qu'on injecte donc les produits de thérapie génique de manière globale, on est confronté aux réponses immunitaires. Et le troisième grand défi pour la thérapie génique actuellement, c'est évidemment la bioproduction, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer autant de vecteurs ou de produits de thérapie génique dont on a besoin, à des coûts maîtrisés, puisque là, on parle de produits biologiques extrêmement chers à fabriquer. On a une vision sur ce que doit être la thérapie génique demain, puisque là, d'une certaine manière, on écrit la page de la thérapie génique de première génération, mais il y aura une page de la thérapie génique de deuxième génération, puisqu'il y a encore des questions à résoudre. Il faut élargir le nombre de patients qui peuvent bénéficier de la thérapie génique, l'ouvrir à toujours plus de patients, il faut pouvoir réinjecter les produits, il faut des produits plus efficaces, qu'on va fabriquer moins cher. Et là, notre rôle visionnaire est, je crois, aussi reconnu. Donc d'un côté, il faut que on puisse développer des outils plus performants. Il faut aussi qu'on puisse éventuellement réinjecter ce type de vecteurs ou des vecteurs dérivés au cas où ce traitement ne durait pas longtemps, enfin pas très longtemps ou pas toute une vie, on va dire ça comme ça. Donc il y a plusieurs axes de recherche là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse développer donc la thérapie génique pour l'adapter à un traitement à vie, quoi. Dans ce laboratoire Généton qui est complètement atypique et qui aujourd'hui est arrivé dans le monde du médicament, qui est un monde dont on entend parler de plus en plus, le médicament de thérapie génique, le fait que les industriels commencent à s'intéresser aux médicaments de thérapie génique. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que le plus petit donateur, et il n'y a pas de petit donateur, il n'y a pas de petite manifestation, animation sur le terrain, mais la plus petite animation sur le terrain, le plus petit donateur a fait cet effet levier sans eux, sans l'addition de ces petits dons, sans l'addition de ces petites animations sur le terrain, nous n'aurions pas ces résultats aujourd'hui. Ça a fait cet effet levier, ça a fait cette capacité d'entraînement, cet effet boule de neige qui fait que aujourd'hui, sans eux, sans chacun d'entre eux, les candidats médicaments et les médicaments ne seraient pas là. Je pense que pendant tous ces 30 ans, cette association de malades, qui était animée par un grain de folie. Le Téléthon, c'est aussi très symbolique, c'est un grain de folie. Ça part de crêpes et de ballons, c'est quelques euros, c'est quelques dizaines d'euros, parfois plus, qu'on met dans un appareil, un ovni, quelque chose qui transforme ces crêpes et ces ballons en médicaments. Les malades ont montré qu'ils pouvaient être acteurs et qu'ils pouvaient révolutionner le monde, changer le monde de la recherche aussi, et demain le monde de l'industrie. Ça, c'est le défi de demain. Généton aura d'autant plus sa place aussi pour des maladies peut-être plus rares, pour lesquelles de nouveaux acteurs qui aujourd'hui se sont intéressés depuis ces 5-10 dernières années, des acteurs industriels qui s'intéressent à la thérapie génique, peut-être que ces acteurs industriels s'intéresseront pas encore vraiment aux maladies les plus rares.
Et donc Généton aura toute sa place dans ce domaine toujours de la thérapie génique ou des thérapies issues de la connaissance des gènes, mais aussi une place très particulière au niveau des maladies rares, c'est certain. Les familles à l'origine de Généton sont les mêmes familles que celles qui étaient à l'origine de l'AFM. Ce sont des familles qui se sont levées et ont dit non à la fatalité. Dans ces familles, beaucoup de familles concernées par la myopathie de Duchenne. Si on pense à Bernard Barateau, le premier président du laboratoire Généton concerné par la myopathie de Duchenne. Je suis moi-même concernée par la myopathie de Duchenne. C'est une maladie, certains diront, parce que c'est l'adjectif qui est souvent employé, sans doute pas à bon escient, mais maladie emblématique de l'histoire de notre association. Oui, c'est ce pourquoi on s'est tous levés et c'est ce pourquoi on a dit non à la fatalité. Pour les scientifiques, c'était l'aboutissement parce qu'en effet, c'est un projet sur lequel ils sont depuis, j'ai envie de dire, des dizaines d'années, hein, très clairement, pour la thérapie génique de la myopathie de Duchenne. Donc l'année des 30 ans de Généton, que cet essai démarre. Il y a des dates comme ça dans la vie de tout un chacun qu'on n'oublie jamais. Et il y a des moments qui peuvent paraître tellement banals, mais qui pour certains ne sont pas banals. C'est le début d'une nouvelle aventure, mais ça a demandé, 20 ans peut-être, ça a demandé des millions et des millions d'euros, ça a demandé de la patience forcément pour les familles, alors que le temps des familles n'est absolument pas le temps de la recherche, très clairement. Depuis, on a perdu combien de soldats, mais on avance et là, on est sur la bonne voie, même si c'est seulement une étape, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure, mais c'est ô combien symbolique.